Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes avec Isabelle Maréchal. Oui. Bonjour Isabelle. Ça va bien, Alex? Ça va très bien, toi. On se retrouve. On se retrouve, oui. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, hein? il se passe pas mal de choses dans l'actualité. Peut-être à commencer par cette nouvelle qui est tombée en plein milieu de journée. Encore du sabotage du côté de Nordvolt et du site de la nouvelle usine de batterie à Saint-Basile-le-Grand. Puis quand je dis encore, c'est parce que c'est pas la première fois là, qu'on voit des actes de vandalisme qui pourraient s'avérer quand même assez graves. Là, on avait vu au départ des morceaux de métal être plantés dans plusieurs arbres là, qui devaient être abattus sur le terrain de la multinationale. Ouais, ce qui est extrêmement dangereux. Là. On avait demandé à toutes sortes d'experts ici à Cube, entre autres, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait comme risque si on coupe ça. Oui, ça peut briser de la machinerie, ce qui était l'objectif des vandales dans cette histoire-là, mais ça peut aussi, là, tu coupes un morceau de métal sans savoir qu'il est dans un arbre avec une énorme scie, ça revole, ça peut blesser, voire tuer aussi un travailleur. Puis malheureusement, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est encore un acte qui vise les gens qui travaillent du côté du chantier de Nordvolt. Et cette fois-ci, c'est des objets incendiaires qui ont été placés sous des véhicules qui sont utilisés pour la construction, enlever les arbres et autres du terrain. Au départ, on parlait d'engins explosifs artisanaux. Finalement, ce n'est, mais c'est du matériel incendiaire. Donc, mais genre, c'est quoi? On pourrait penser à des accélérants comme du pétrole, là, par exemple, de l'essence, des bidons d'essence, ou encore un dispositif pour que ça s'enflamme. Un cocktail Molotov, peut-être. On est resté assez vague, merci, là, sur les objets exacts qui ont été trouvés. Et là, j'imagine que la police fait une enquête, Alex. La police, effectivement, là, la régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent qui s'est mise là-dessus aujourd'hui. Le porte-parole de l'entreprise aussi, là, le président, le directeur général, en fait, de Nordvolt, l'Amérique du Nord, Pablo Cerruti, qui est sorti pour décrier tout ça, parce que là, c'est du danger directement pour les gens qui travaillent sur le terrain de Nordvolt. On se comprendra que oui, il peut y avoir des oppositions au projet. Oui, il y a des gens qui peuvent décrier le terrain qui est utilisé pour ce projet-là aussi. Mais il n'y a pas de mots, Alex, pour décrire ça. Voyons donc. Ça frôle le terrorisme, là, on s'entend. Là, on le dira pas mot est aussi fort. Le mot est fort, c'est certainement des tatars là, qui font ça puis qui pensent pas. Tu sais, des espèces de têtes de linotte là, qui réfléchissent pas à leurs actions, qui veulent faire un coup d'éclat. Mais tu sais, Pierre Fitzgibbon et Benoît Charette, les ministres de l'Environnement, ont réagi. Et sincèrement, moi, je pense qu'il faut que le gouvernement soit très ferme par rapport à ça. On ne peut pas laisser faire ça. Oui, surtout qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été les victimes non plus, à avoir fait les frais des gens qui clairement s'opposent, militent pour pas que le projet ait lieu. Il y a des actes de vandalisme aussi qui ont été perpétrés dans les bureaux du Centre de valorisation du bois urbain. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise à Saint-Bruno-de-Montarville qui, eux, on les a déjà reçus ici à Cube, vont prendre les arbres essentiellement qui sont coupés sur le terrain de Nordvolt pour les revaloriser, les réutiliser. C'est les gens, là, je suis pas sûr que les vandales dans cette histoire-là comprennent, c'est les gens là, qui prennent ce bois-là puis qui le récupèrent, qui le réutilisent. C'est un geste environnemental. Mais comme ils travaillent sur Nordvolt, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Peu de détails pour l'instant, mais on parle d'actes de vandalisme. À leur bureau. À leur bureau, à eux. Donc, on tente de faire peur et aux ouvriers qui travaillent sur le chantier et aux gens aux alentours qui vont récupérer tout ça. Bref, assez de déplorable. Merci. Hâte de voir s'il va y avoir également des arrestations dans ce dossier-là. Comme je le dis, l'enquête policière, elle, est en cours. Actualité. L'autre dossier qui était très surveillé et très attendu aujourd'hui, c'était la fameuse rencontre entre Mme Guilbeault, la ministre des Transports, et les maires des grandes villes qui en ont du transport en commun, puis du transport en commun déficitaire particulièrement. Oui, c'était ça le but de la rencontre. C'était ça le but de la rencontre. Voir si Québec allait éponger les dettes. Oui, puis il y a fort à parier quand même que ça devait être une drôle de rencontre. En commençant, là, on se comprend aujourd'hui, c'était non seulement une rencontre virtuelle, donc en Zoom, un bon classique, mais surtout, c'est que ça fait des semaines et des semaines qu'on a les maires d'un côté, le gouvernement de l'autre qui se lancent, des trucs pas fins, je vais le dire comme ça, à la tête, des insultes, ou parler des maires comme des quêteux, dernière fois, parler de Mme Guilbeault comme quoi elle n'est pas responsable dans le dossier du transport. Bref, il y a eu beaucoup d'échanges de paroles, puis aujourd'hui, semble-t-il que c'était une rencontre qui a été productive. Oui, ils ont dit productive. Et courtoise. Ah, voilà. Courtoise, c'est les mots qu'a utilisés Mme Guilbeault au sortir de tout ça. Les maires en question, c'était Québec, Montréal, Lévis, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay et Gatineau qui étaient présents. Et là, on a d'autres rencontres qui sont prévues entre les maires. Courtoise, ça veut juste dire poli, là, on s'entend?
Oh oui, ça veut pas dire qu'ils sont arrivés à Ça veut pas dire que tu as beaucoup... Non, pas du tout. T'as beaucoup avancé. Il y a un chiffre qui flotte déjà depuis un bon moment, d'abord rapporté dans les pages de la presse, qui dit que ce serait 200 millions de dollars là, qu'on déciderait d'éponger. Les maires demandaient le double. Oui, quelque chose comme 420 millions, si je ne m'abuse. Et ça, c'est pour éponger, mais dans le fond, le déficit conjoncturel des grandes sociétés de transport. En gros, c'est ce qui a été accumulé par la baisse d'achalandage pendant la pandémie, là, grosso modo. Parce qu'il y a le déficit structurel, puis il y a le déficit conjoncturel. C'est pas la même affaire. Non, pas du tout, parce que d'un autre côté, c'est le déficit qu'on fait, puis qu'on risque de faire toutes les années à suivre s'il n'y a rien qui change du côté là, des grands modes de transport collectif du Québec. Puis là, c'est les sociétés qu'on veut ausculter, on va le dire comme ça. Là. Déjà qu'il y a un rapport qui a été demandé par la ministre, là, à savoir à l'intérieur des compagnies elles-mêmes, comment on gère ça, où va l'argent, etc. Ça reste à voir. C'est pas un exercice, c'est un exercice intéressant, par exemple. C'est un exercice intéressant, sachant qu'il y a des postes, ça a été dévoilé quand même des derniers mois, il y a des postes dans des sociétés de transport en commun qui sont payés bien plus cher, des fois comme 30% plus cher que leur pendant qui serait fonctionnaire, par exemple, dans une autre société d'État. Donc, il y a sûrement des modes comme ça là, à revoir de ce côté. Et ça va être d'autres rencontres qui vont être effectuées en Mme Guilbeault individuellement avec d'autres maires par la suite pour voir exactement combien. Mais aujourd'hui, semble-t-il qu'on n'a pas parlé de montant exact avec les maires. Donc, c'est une situation qui est à suivre puis qui est importante, je pense, pour l'avenir du transport collectif clairement. Au Québec. Ouais. On a besoin de réfléchir à ça, là, Isabelle, à la manière dont on opère nos systèmes maintenant en 2024. Complètement. Puis en même temps, moi, je trouve ça quand même déplorable. Par exemple, qu'à Montréal, on ait choisi d'augmenter. On dit on va pas enlever des services. On ne peut pas enlever des services. Ça, c'est hors de question. Mais en même temps, on augmente les tarifs. Oui, constamment. Et là, tu te dis, est-ce qu'on veut vraiment... Moi, je me demande, est-ce qu'on veut vraiment que les gens l'utilisent, le transport en commun? Si tu augmentes le tarif, c'est très bien là, pour les personnes âgées, là, d'avoir un peu démocratisé, d'avoir rendu ça gratuit à certaines heures. Mais là, encore, une augmentation de la fameuse carte puce, sincèrement, je trouve que c'est un frein de plus en plus à l'entrée. Il y a du monde qui ne vont pas prendre le transport en commun. L'été, à la rigueur, tu peux prendre des Bixi, tu peux marcher... Mais l'hiver, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas dans la prise de décision. Oui, puis je vais aller plus loin. J'ai eu l'occasion de m'entretenir, évidemment, là, avec des gens qui travaillent pour des sociétés de transport, entre autres la STM à Montréal. Là, je les nommerai pas, bien évidemment. Ils m'ont parlé sous le couvert de l'anonymat, mais qui m'expliquent qu'un autre dossier, puis peut-être celui-là, il va falloir réfléchir, là, j'en sens l'air, le fait qu'il y ait beaucoup de gens, particulièrement dans les autobus, dans les métros, qui ne payent pas. Tout simplement, qui vont rentrer, qui vont sauter des clôtures pour le métro. Il y en a toujours eu, il va continuer à en avoir constamment. Mais dans les autobus, un autobus qui a 2 portes, tu sais, les gros autobus accordéons, porte d'en arrière, tu es censé taper ta carte. Qui surveille ça? Personne. Semble-t-il que c'est quelque chose qui se répète et se répète et se répète encore. C'est pas possible. Puis le pauvre conducteur devant, pensez que c'est lui qui va faire la police? Non, surtout qu'ils ont la consigne de ne pas empêcher personne de rentrer en passant. Même si la personne ne paye pas, le chauffeur ne peut rien faire. Il est juste... Il doit hausser les épaules puis espérer, prier pour qu'il y ait un contrôleur de la STM qui rentre après puis qui finisse par pincer la personne. Donc, peut-être des pistes comme ça de choses à revoir éventuellement dans le transport en commun. Il y a une époque, ils te donnaient des contraventions. Direct, hein? Dans le métro, là, par exemple. Et théoriquement, ils le font encore. Théoriquement, ils le font encore. Ouais. Mais moi, j'ai vu 2 contrôles dans toute ma vie. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, là, en ce moment. Oui, surtout dans le métro de Montréal, mettons. Quelque chose. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Sinon, on continue d'anticiper, et d'anticiper de manière négative, le 1er juillet, la date butoir des déménagements qui s'en vient bientôt. Parce qu'aujourd'hui, là, dans les pages de nos collègues du Journal de Montréal, on s'est penché véritablement sur la crise du logement, sur la manière dont ça va impacter, bien évidemment, les gens qui se cherchent actuellement un logement, mais même les propriétaires aussi. Puis c'est vraiment ça qui retient beaucoup d'attention, c'est de voir à quel point, même si t'es proprio, que t'as accédé là, au logement, mais c'est pas une situation qui est simple économiquement, juste au niveau des taxes municipales, des taxes scolaires, à quel point ça a augmenté. Moi, j'ai fait le saut, Isabelle. Je suis évidemment pas propriétaire en ce moment. L'accès à la propriété pour ma génération est assez difficile. Merci. Mais là, une augmentation sur un an, moyenne de 227 $ de taxes municipales à Montréal sur un an. C'est-tu moi ou c'est complètement cinglé? Ben, écoute, c'est sûr que c'est une pression pour certaines personnes. Il y en a que ça dérangerait moins, mais ça a déjà été plus que ça aussi. Mais c'est surtout que c'est chaque année.
Régulièrement, tu as des augmentations de taxes, puis c'était juste ça, mais il y a tout le reste. Beaucoup le coût des matériaux aussi. Puis on dit aux gens, il faut faire des rénovations, il faut l'entretenir, ta maison. Oui, pas le choix. Hein? On s'entend. C'est ça qui coûte cher aussi. Oui, des dépenses... Mais sincèrement, la plus grosse pression pour les propriétaires, c'est les taux hypothécaires. Oui. C'est les taux hypothécaires. Écoute, c'est pas compliqué. Quelqu'un aujourd'hui qui a une hypothèque à taux variable a payé le double l'année dernière en intérêt que l'année précédente. Là. Oui, c'est des pressions qui sont... Et ça, c'est la Banque du Canada. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait que la Banque du Canada a exagéré dans sa politique monétaire là, pour freiner l'inflation. On est allé comme 2 augmentations minimum trop loin. Là, aujourd'hui, quand est-ce qu'ils vont baisser les taux? Juste donner de l'air aux gens. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? J'ai une amie qui, dernièrement, a mis sa maison en vente à Longueuil parce qu'elle s'est acheté quelque chose un peu plus loin pour avoir un peu plus grand, avoir du terrain. Elle a eu 59 visites, 17 offres d'achat en surenchère. Et elle a fini par avoir 90 000 $ de plus parce que les gens sont prêts. Parce que c'est une maison dans les 450 000 $. C'est rare, là. Oui, wow. C'est très rare. Fait qu'elle a eu tellement de monde. Mais tu sais, quand on dit, le marché immobilier, ça s'est calmé, les gens ont moins d'argent, ils font attention. Non. Ah, non. Non, les gens cherchent activement des maisons abordables parce qu'ils se disent, écoute, c'est ça où je vais peut-être dormir dans mon auto éventuellement si je trouve rien. Là. Ce qui est une histoire littéralement racontée dans les pages du journal. Complètement. Et qu'on voyait pas au Québec avant, Alex. On voyait ça, c'était aux États-Unis. Tu sais, pendant la dernière crise, en 2008, 2018 aussi. Les gens dormaient dans leur voiture. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus chez nos voisins du Sud parce qu'il y a d'énormes disparités. Puis chez nous, c'est comme une société plus égalitaire. Ça nous coûte assez cher. Supposément, là, on va se le dire comme ça. Mais c'est le 1er juillet aussi. Là, on parle beaucoup de propriétaires, locataires également. Là, dans les dernières semaines, on envoie là, des logements. Là. Un beau 4,5 à 1 600 $. Wouhou! Il y a quelque chose comme 70 personnes dehors qui attendent pour visiter ça à un prix qui, il y a quelques années, aurait fait hérisser le poil sur le bras des gens à Montréal. Vraiment, le 1er juillet, là, on le dit, puis on le dit à chaque année, ça va être une date catastrophique. Mais là, on voit la vague arriver, le tsunami s'en vient, puis malheureusement, on semble un peu impuissant. Et c'est pour ça qu'il faut plaider pour du logement abordable et qu'on construise rapidement, sans trop couper les coins ronds pareil, quand même, là, mais qu'on construise, qu'on se donne les moyens de donner des logements abordables aux gens. Là. C'est le nerf de la guerre, c'est l'offre et la demande. Quand il n'y a pas de logement, ben, c'est difficile de loger les gens. Ouais. Tout savoir en 24 minutes. Ça, je t'avoue que ça a piqué ma curiosité aujourd'hui, Isabelle, des chercheurs de l'Université Laval, des jeunes chercheurs. Puis on s'entend, on est dans les idées, on est dans les hypothèses, quelque chose qu'on veut appliquer, mais qui viennent de commencer à travailler sur le projet de changer le groupe sanguin du sang. Puis là, on se comprend. Pas changer votre groupe sanguin à vous. Il n'y a personne qui va vous injecter quoi que ce soit pour modifier votre sang. C'est bon que tu le précises. Écoute, moi, je vois assez de groupes conspirationnistes et complotistes dans une journée qui se mettent à flipper sur des manipulations génétiques sanguines imaginaires. Ça vaut la peine de le préciser. Parce que oui, en ce moment, dans les banques de sang, on le sait, il y a des pénuries. Chaque année, ça revient, puis particulièrement depuis la pandémie, excessivement difficile d'avoir accès à un stock sanguin qui se renouvelle rapidement. Et évidemment, ça irait beaucoup mieux si on pouvait tous avoir le O négatif comme groupe sanguin. Donneur universel. Le donneur universel, parce que c'est pas une majorité de la population, là, c'est 1 sur 10, malheureusement, qui a ce groupe sanguin-là. Mais on veut s'attaquer du côté de ces 12 jeunes chercheurs à l'Université Laval, justement, à cette catégorie de sang. Là. Être capable, en gros, de transfuser du sang de n'importe qui à n'importe qui. Là. C'est vraiment leur projet. Quoi, déjà? Ils l'ont expliqué un peu. C'est les antigènes à la surface des globules rouges. Là, parce que si on les modifie, c'est les antigènes de ceux qui vont donner votre groupe sanguin. Là, on les évalue comme ça. Mais si on est capable de le modifier, on pourrait faire du sang O négatif avec n'importe quel groupe sanguin. Évidemment, en passant là, dans une espèce de grosse machine biochimique. Là, on appelle ça un bioréacteur. Faire une espèce de presque un sentier avec le sang qui me permettrait de modifier tout ça. Je ne suis pas un expert, bien évidemment, mais je t'avoue... Mais c'est fascinant! Mais j'ai été étonnée parce qu'à la fin de l'article, je lis, là, ils sont occupés à d'autres choses, fait qu'ils ont comme un peu laissé ça de côté. Je dis, voyons... je pense que ça prend des fonds, ça prend du temps, puis ça prend beaucoup de recherche. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui devrait les encourager, financer ça. Ça devrait, parce que là, on s'entend, ça bénéficierait pas juste au Québec, mais évidemment dans l'ensemble du monde. Donc, on va suivre ça. Ingénieux créatifs. On va suivre ça avec attention. Ouais. Tout savoir en 24 minutes.
triste nouvelle pour la francophonie au grand complet. Le présentateur, écrivain, animateur français Bernard Pivot qui s'est malheureusement... Qu'on connaît bien ici au Québec, il est venu souvent nous voir. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est-tu vrai? Ben oui, je l'ai interviewé une couple de fois. Homme charmant? Ouais. Écoute, tellement. Et un homme de grandes lettres et en même temps très humain, très accessible. Oui. Ben, c'est une légende, sincèrement. C'est une légende qu'on perd aujourd'hui, 89 ans dans la région parisienne. C'est sa famille qui a annoncé le tout. Donc, lui qui a été connu particulièrement pour ses célèbres émissions, Bouillon de culture, apostrophe, bien évidemment. Sa fameuse dictée aussi. La fameuse dictée, évidemment. Il y a eu les Dicos d'or aussi. Hein, c'est ça, le championnat d'orthographe. Ça a fait le tour du monde, même ici au Québec, si je ne m'abuse. Je suis un peu jeune pour ça. Il a été au Goncourt aussi, il me semble. En 2004, il est entré au Goncourt. Il est devenu le président en 2014, s'en est retiré en 2019. Donc, un monument de la francophonie, un monument qui est célébré aujourd'hui, là, malheureusement, là, avec son décès. Donc, ça touche pas mal tout le monde ici et outre-mer. On enchaîne avec les nouvelles économiques du jour parce que tantôt, on parlait de l'habitation puis à quel point c'est difficile de se loger. Mais maintenant, savez-vous que ça va être difficile aussi de ne pas puer? Ben oui, selon un sondage léger. Tu te demandais où je m'en allais avec ça? Oui, hein? C'est ça. Sondage léger qui paraît, puis honnêtement, qui est fort déprimant, je trouve, qui démontre que il y a de plus en plus de Québécois, 1 sur 3, qui commence à limiter ou à modifier ses habitudes de consommation de produits d'hygiène personnelle à cause, bien évidemment, de l'augmentation du coût de la vie en général. Fait que je faisais une bien mauvaise blague en disant qu'il y a de plus en plus de gens qui vont puer le swing dans le métro, peut-être, mais c'est vraiment tragique quand ça se met à frapper comme ça. Oui, déodorant, mais shampoing, dentifrice, savon, les produits menstruels, du papier de toilette, augmentation du vol de papier de toilette dans les endroits publics. Quand c'est rendu que les gens doivent aller voler le rouleau du dépanneur, on a un problème. Là. On s'entend. Mais c'est très cher, Alex, quand tu regardes ça. Tu sais, tout ce qui est essuie-tout, papier de toilette, Kleenex, bon, là, je dis la marque, là, mais papier mouchoir, tous ces produits-là, tous les savons à laver, écoute, c'est cher, ces maudits produits-là. Puis, il faut les diluer. Moi, je vous donne mon truc. Moi, je les dilue. Parce que, c'est de l'assouplisseur, des trucs comme ça. Puis, j'essaie de prendre le moins chimique possible. Mais tu peux les diluer. Il faudrait vraiment que tu nous fasses la liste complète de tous tes trucs domestiques. Moi, je suis madame, mais à chaque fois, je sais. Je suis Madame Truc. Voilà, Madame Truc, mais c'est mais tu sais, papier de toilette, tu peux pas trop lésiner. Là. Non. Puis il y a une différence sur le 2 plis versus le 3 ou 4 plis. Oui, il y a une différence quand même. Puis ça arrache à 2 quand même. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ça spécial qu'il y ait des gens qui volent les rouleaux de papier de toilette en public ou dans des établissements publics parce que c'est rare que ce soit plus qu'un 1 épaisseur. Il faut que t'en sortes pas mal. Puis le dentifrice, on a déjà un problème. T'sais, les dents, là... surtout au Québec, on n'a pas forcément, on n'a pas la meilleure habitude par rapport à tout ce qui est soins dentaires parce que ça coûte cher. Épidémie de carie chez les jeunes, d'ailleurs. Ça, c'est des habitudes, là, on s'entend, c'est plus que les traitements. Et beaucoup de dentistes le disent, pas assez souvent à mon goût, mais je pense que c'est à nous, les médias, de le répéter. L'hygiène dentaire fait en sorte que tu vas avoir, si tu es bien dans ta bouche, c'est le cas de le dire, si tu prends bien soin de ton hygiène dentaire, ça va t'éviter certaines maladies quand tu vas avancer en âge. Et ça, c'est important de le dire, là, parce que toutes les maladies buccales, quand tu vieillis, là, sont très importantes et finissent par être coûteuses aussi. Donc, moi, je trouve qu'on devrait aider les gens. Là, mais tu as un traitement de canal à 1250$, qu'est-ce que tu veux, que les gens Hey, 1250$. Oui, on s'entend que si tu te mets à couper le dentifrice dans tes dépenses, tu risques d'en avoir des pas mal plus grosses là, plus tard, d'hypothéquer ta santé. Il est en spécial chez Jean Coutu à 88 cents, si ça vous intéresse. Moi, je suis Madame Circulaire aussi. Jean Coutu devrait mettre des pubs c'est ici, un ami. Là, à t'entendre. Oui, c'est un ami. Moi, je fais mes circulaires. Puis là, je mets des X, OK, là, puis là, puis là, puis là. Bon. Tu vois? Tu nous partageras ça. Tellement. Le monde. Sur la scène internationale, nouvelle d'importance, alors qu'on apprend aujourd'hui que le Hamas aurait accepté un cessez-le-feu proposé par l'Égypte et le Qatar. Il faut comprendre, ça fait déjà là, des semaines et des semaines que les 2 autres pays du Moyen-Orient travaillent activement pour essayer de trouver une solution de cessez-le-feu. Et tu l'as bien dit, c'est l'Égypte et le Qatar qui négocient
et non pas le Hamas, c'est Israël. Non, exactement. Là. C'est Égypte, Qatar, États-Unis qui font de la médiation depuis un bon moment. Là. Fait même, je dis des semaines, c'est des mois. Là. On essaie de créer une entente de trêve qui pourrait convenir aux deux parties. Et là, la proposition qui est sur la table actuellement, là, on parle de 3 phases de désescalade, si on veut, 42 jours par phase. Là, donc, on se comprend, là, c'est sur une longue période. Là-dedans, ça inclut, oui, un retrait israélien complet de la bande de Gaza sur ces 3 phases-là, un retour des gens qui sont déplacés, un échange d'otages, là, donc pour ramener tous les otages israéliens qui sont encore entre les griffes du Hamas, et faire un échange avec des prisonniers palestiniens qui sont détenus par Israël, et à la fin de tout ça, un cessez-le-feu permanent. Du moins, c'est ce que le plan prévoit. Parce que pour l'instant, le Hamas a accepté. Reste à voir ce que va faire Israël. C'est ça. C'est pas clair. On a entendu le froid et le chaud en début de journée. Oui, parce que depuis déjà là, ce matin, on est en train de demander là, du côté de l'armée israélienne à beaucoup de réfugiés palestiniens de se déplacer, là, particulièrement à Rafah, une ville de la lisière sud de la bande de Gaza, où les bombardements sont intenses et il y a de la population massée là qui ont de la difficulté à se déplacer. Donc, leur demander rapidement de s'en aller sous peine de subir d'autres bombardements ou d'autres assauts. Mais c'est certain que c'était... Je pense qu'on parle de 100 000 personnes, quelque chose comme ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont sur place. Mais pour l'instant, reste à voir si Israël vont accepter parce que dans les dernières propositions qui ont été faites, il y a 2 points sur lesquels Israël ne voulait jamais bouger. C'était la restitution des otages. Là, ça semble être le cas dans cette proposition-ci. Mais aussi, ils veulent poursuivre, selon Benjamin Netanyahou, poursuivre l'offensive jusqu'à la fin. Ils veulent l'éradication complète du Hamas. Donc, est-ce que cette proposition-là, qui, on se comprend, ne prévoit pas cette clause-là, puisqu'elle est acceptée par la Hamas elle-même, pourrait être acceptée par Israël? La balle est dans leur camp. Il y a une question de trêve temporaire versus trêve permanente. Oui, puis après ça, il y a les pauses humanitaires, puis d'établir des corridors humanitaires aussi. Dans tous les cas, la population palestinienne est coincée sur place. Il y a des gens, des centaines de milliers de personnes là, qui sont déplacées, réfugiées, sans nourriture, sans eau. Donc, c'est une situation qui est insoutenable dans tous les cas. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ensuite, c'est la balle dans le camp d'Israël pour ça, mais il faut voir avec eux. Depuis un moment d'ailleurs, oui. Oui, donc si c'est pas des termes qui leur conviennent, est-ce qu'ils vont y aller d'une contre-proposition aussi? Mais ça reste à voir également. Le Monde. En terminant, là, Donald Trump. Là, les jours se suivent et se ressemblent pour M. Trump, qui a une petite pause en fin de semaine de son procès pénal à New York. Je le rappelle en quelques lignes, l'affaire Stormy Daniels, un paiement de hush money, comme on dit en anglais, de l'argent du silence pour faire taire une aventure qu'il aurait eue avec la star du X il y a de cela plusieurs années, lors de la première campagne électorale qu'il a remportée en 2016. Et là, même s'il a pu profiter de sa fin de semaine, il est allé au Grand Prix de Miami, il a pris des petites photos. Mais aujourd'hui, c'est retour en cours pour lui. Et là, il est allé au Grand Prix de Miami, finalement, parce qu'il était supposé être persona non grata. Il était persona non grata sur les paddocks. L'endroit où... parce que... Fait qu'il s'est acheté des billets, finalement? C'est ça. Il a dû s'acheter des billets puis aller quand même prendre des belles petites photos avec un peu tout le monde, là, faire acte de présence. Mais dès le retour ce matin au tribunal, il y avait des mauvaises nouvelles. Pour lui, le juge Joan Merchant, qui préside là, évidemment son procès, l'a condamné encore une fois à une amende de $1 000. Bon, on se comprend. C'est des peanuts pour M. Trump. C'est le principe. Mais surtout, l'a menacé là, de véritables peines d'incarcération cette fois-ci parce qu'il a encore violé son gag order, l'ordre de garder le silence qu'il a autour de ce procès-là. Puis qu'on dit silence. Il ne doit pas dire un mot, c'est ça? Non, évidemment pas. C'est ce que lui dit. Lui a même affirmé faussement la semaine dernière avec son avocat que ça l'empêchait de témoigner à son procès. Ce qui est complètement faux, soit dit en passant. C'est juste qu'il n'a pas le droit de menacer et d'attaquer verbalement les témoins et les jurés, les gens qui participent au procès. Sauf que fait M. Trump chaque jour avant de rentrer là? Il fait exactement ce qu'on vient de lui demander de ne pas faire. La dernière fois, c'était presque 10 minutes après avoir reçu un gag order. Ça a fait sermonner $9 000 dernière fois parce qu'il y avait 9 infractions différentes. Il a recommencé presque instantanément. Là, cette fois-ci, c'est une nouvelle entrevue dans laquelle là, il critiquait la rapidité de sélection du jury en disant que c'était vraiment louche qu'on ait réussi à constituer un jury aussi rapidement que ça dans le cadre de son procès. Puis ça, c'est un gros non-non, encore une fois. C'est la deuxième fois quand même que le juge le menace d'une peine de prison. Est-ce que cette fois-ci, ça pourrait être la bonne s'il recommence? Parce que, selon ce qu'on a vu jusqu'à date, il pourrait bien recommencer. Ça reste à voir, Isabelle. Et voilà, tout savoir en 24 minutes, et c'est mission accomplie!